Jeudi 16 octobre 2025, l'écrivain et dramaturge Guillaume Poix, collaborateur de la metteuse en scène Lorraine de Sagazan, notamment sur les pièces Léviathan ou La vie invisible, présentait à la librairie Ombre Blanche son livre Perpétuité, paru aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, il fait entendre la voix d'une équipe de surveillants en immersion une nuit durant dans une maison d'arrêt dans le sud de la France et interroge le sens d'une institution au bord du gouffre. Alors merci d'être venu ce soir. Merci Guillaume Poix. Bonsoir, merci d'être là. Merci beaucoup. On est très content de vous recevoir. Merci, je suis très content d'être là. Je vais faire une petite présentation. Vous êtes metteur en scène et auteur. On vous reçoit aujourd'hui pour votre 4e livre Perpétuité aux éditions Verticales. Et je remercie votre éditeur d'être dans la salle. Votre livre est sélectionné pour plusieurs prix. Et l'année dernière, on a pu revoir votre dernière pièce Léviathan au Théâtre de la Cité. Dans votre roman, vous conviez le lecteur à suivre une équipe de surveillants et surveillantes de prison dans une maison d'arrêt dans le sud de la France durant une nuit. Je voudrais commencer par vous interroger sur le lien qu'il y a avec Léviathan, parce qu'il était déjà question de justice dans cette pièce. Et je voudrais savoir quel a été le point de départ et votre intérêt pour la justice et du coup pour ce livre-là, plus précisément pour la prison. Alors merci beaucoup. En fait, effectivement, donc je suis dramaturge, donc je travaille aussi au théâtre et à peu près en 2020, avec la metteuse en scène avec qui on a fait Léviathan, Lorraine de Sagazan, j'avais initié un travail donc sur la justice avec elle et j'avais fait une formation en justice restaurative. Peut-être vous avez entendu parler de ce dispositif. Il y a eu un film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, qui raconte un peu ce nouveau dispositif de justice où il y a des rencontres entre personnes détenues et des victimes quand elles sont qui ont été confrontées à un même type de délit ou de crime. Et ils échangent sur les répercussions de l'acte que les victimes ont subi ou que les personnes accusées, détenues ont commis. Et j'avais trouvé que c'était très passionnant ce travail que j'avais fait autour de la justice restaurative. Et nécessairement, en faisant cette formation, je suis donc ça s'appelle, on devient membre de la communauté de la justice restaurative. Ça fait un peu secte comme ça, mais en fait c'est un dispositif tout à fait encadré par la loi et très sérieux pour pouvoir accompagner ce type de rencontres en maison d'arrêt ou en centre de détention. Donc je me suis intéressé à l'univers carcéral et je me suis souvenu à ce moment-là d'un échange que j'avais eu avec ma grande tante. Je devais avoir une 15aine d'années et elle m'avait raconté que son mari était économe à la prison Saint-Paul-Saint-Joseph à Lyon, qui est une prison qui est qui a été une des plus plus terribles pour les conditions d'incarcération, qui a aujourd'hui à fermer. Et elle me racontait que elle avait vécu, c'était au tout début des années 50, avec son mari pendant un an dans cette maison, dans cette prison. Et moi, je me souvenais de cette conversation et je me souvenais de mon étonnement face au fait qu'il était possible de vivre dans une prison alors même qu'on n'était pas incarcéré. Je ne savais pas du tout que les gens qui y travaillaient pouvaient être logés. Et tout à coup, je pense que toutes ces choses-là sont revenues dans ma tête et je me suis dit, tiens, mais ce serait intéressant de s'intéresser aux personnes qui travaillent en détention, qui sont les personnes dont c'est le métier. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là ? Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un roman qui s'intéresserait aux surveillants pénitentiaires spécifiquement. Et à partir de là, le projet de livre a mûri, quoi. Du coup, vous avez visité des prisons En fait, j'ai sollicité l'administration pénitentiaire avec ce projet de roman en leur demandant, en expliquant ce que je souhaitais faire. Ils ont été très longs à me répondre. Il a fallu être très tenace parce que c'est assez difficile en fait de rentrer dans une prison. Donc je me suis acharné. Ils m'ont reçu et ils ont, après que j'ai pu défendre le projet, ils m'ont proposé de faire un travail de terrain et d'immersion dans une maison d'arrêt à Villeneuve-les-Maglones, donc à côté de Montpellier, où je suis donc allé pendant 3 ans, sur plusieurs semaines, au long cours. Je faisais des semaines d'immersion que je passais sur place,
où j'étais à la fois auprès des bureaux, c'est-à-dire de la chef d'établissement, des agents administratifs et des surveillants, donc sur les coursives en détention. Et donc je faisais ce travail où j'allais un petit peu partout. J'interrogeais les personnes qui acceptaient de me faire confiance et que je les suive dans le travail. Et toute cette matière-là, assez colossale, parce que c'était un long cheminement pour récupérer toutes ces données, de comprendre un peu comment l'univers carcéral fonctionnait. Toute cette matière-là a nourri le travail d'écriture. Et est-ce que vous avez été aussi en contact avec d'autres professionnels, peut-être un peu plus éloignés que la prison ? Oui, en fait, pour le travail de Léviathan sur les comparutions immédiates, on a fait aussi avec Lorraine de Sagazan toute une immersion en comparution immédiate à Paris. Et donc là, on a interrogé aussi beaucoup d'avocats, de magistrats. Quand j'ai fait cette immersion en détention, parallèlement, moi, je me suis aussi beaucoup intéressé aux conseillers d'insertion et de probation, les SPIP. Donc j'ai essayé comme ça de couvrir un petit peu toute la chaîne judiciaire, puisque les comparutions immédiates, c'était comme l'amont de l'incarcération, puisque les comparutions immédiates sont un des dispositifs de justice expéditive qu'on connaît aujourd'hui en France et qui est exponentiel. Il y a un recours aux comparutions immédiates de plus en plus important en France, c'est plus de 60 000 audiences par an. La comparution immédiate est très pourvoyeuse d'incarcération. Donc d'une certaine manière, en voyant les comparutions immédiates et après en allant à Villeneuve-les-Maglones en détention, je pouvais voir un petit peu toute la chaîne judiciaire du moment de la condamnation jusqu'au moment de l'exécution de la peine d'enfermement. Et est-ce que ça vous a donné envie, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que ça vous a intéressé du coup de effectuer votre travail de metteur en scène aussi en prison avec des détenus, ou c'est quelque chose que... Pas du tout. C'est vrai que l'activité de mise en scène, je l'ai un peu mise en sourdine dans ma pratique. Moi, j'écris maintenant, donc j'ai plus tellement d'activité de metteur en scène. Mais peut-être effectivement, je savais que beaucoup d'artistes viennent en prison pour y faire des formes. Et ce que je trouve vraiment magnifique, soit des écrivains viennent pour des ateliers d'écriture, des metteurs en scène peuvent venir pour faire des créations. Moi, c'était pas du tout mon objectif. Moi, je venais vraiment avec mon ignorance de citoyen pour essayer de comprendre, m'immerger et récupérer le maximum d'informations pour documenter mon travail d'écriture. Et je voudrais quand même vous interroger sur votre double travail d'écriture qui est différent en tant que dramaturge et d'auteur de romans. Est-ce que pour vous c'est deux choses différentes ? Est-ce que c'est complémentaire ? Comment vous voyez ces deux visions-là de travail ? Là, effectivement, entre Léviathan et Perpétuité, il y a quelque chose de très complémentaire parce que tout à coup, c'est une grande thématique que je vais traverser à la fois dans la forme théâtrale et dans la forme romanesque. Mais j'ai l'impression que c'est surtout deux manières d'être au monde, parce qu'en fait, le travail qui me fait vivre, le travail que je fais le plus, c'est celui de dramaturge, parce que je suis intégré à des troupes, à des collectifs, à des compagnies. Donc nécessairement, ça fait que socialement, je suis au travail avec d'autres. C'est un travail d'une certaine manière plus rapide, parce qu'en fait les temps de création peuvent être assez courts, donc on est comme dans une énergie de troupe, une énergie très collective, et surtout on confronte le travail en permanence au plateau, à la scène, au travail de scène. Donc c'est des allers-retours constants pour trouver le texte de théâtre, pour trouver le dispositif théâtral. Alors que le roman, c'est vraiment tout à coup sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus solitaire, où il n'y a pas de sollicitation extérieure. C'est comme retrouver le face-à-face avec soi et approfondir quelque chose de l'écriture qui est beaucoup plus, peut-être plus ingrat, parce qu'on n'a pas de validation immédiate. En fait, au théâtre, une scène, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Il y a plus d'instantanéité. Exactement. Il y a beaucoup plus d'échanges immédiats, et puis on est beaucoup de cerveau à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas ou à saisir pourquoi ça fonctionne. Quand on est dans l'écriture romanesque, on est très seul. Alors, ce qui est aussi un besoin, je pense, de pouvoir tout à coup maîtriser l'objet et être d'une certaine manière seul aux commandes pour pouvoir creuser un sillon. Au théâtre, il faut en permanence prendre en compte la technique, toute la technicité de ce métier, le travail des interprètes, le désir du metteur en scène ou de la metteuse en scène, les conditions de production, les contraintes de la forme. Alors dans le roman, il y a quelque chose de beaucoup plus vertigineux d'une certaine manière, parce qu'on est vraiment seul face à l'abîme du travail qu'on essaye de mobiliser. Et est-ce qu'il y a une question de thématique aussi qui influe sur ou le côté dramaturge ou le côté roman ?
Souvent, c'est difficile à dire ça parce que souvent le théâtre, on me sollicite, donc c'est plutôt un travail sur commande. Des projets, ouais. Et souvent on me propose une thématique, une grande thématique, où on me propose des conditions du type c'est pour le jeune public, c'est pour un public plutôt adulte. Donc c'est plutôt au départ il y a comme des critères précis. Le roman, c'est quelque chose que j'attrape, une idée qui me vient et que je vais peu à peu essayer de déplier dans le temps, à la fois par la documentation et voir si elle résiste à l'épreuve du temps, si elle résiste à l'épreuve de la forme romanesque. Donc c'est très différent. Mais le travail du roman est comme, j'ai l'impression d'être plus connecté à quelque chose qui m'appartient absolument et qui est d'une certaine manière plus intime. Et justement, en termes de documentation pour Perpétuité, au-delà de l'aspect pratique des personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous êtes documenté? Est-ce que vous avez lu des choses dessus? Oui, j'ai fait tout le travail sur l'institution carcérale dans la littérature et dans les sciences humaines, il est colossal. Donc il a fallu aussi déjà se faire un chemin parmi la forêt dense et touffue des références. J'avais déjà lu Surveiller et punir de Michel Foucault, que j'ai évidemment retraversé, et puis dans le sillage de Michel Foucault un certain nombre, jusqu'à Didier Fassin pour l'un des ouvrages les plus récents qui s'appelle L'ombre du monde, je crois, le grand travail d'anthropologie qu'il a réalisé autour de la maison d'arrêt. Donc il y a eu comme ça tout un travail de lecture, effectivement, tout un travail aussi de visionnage de films pour essayer de voir comment l'institution carcérale était racontée. Ce qui m'a frappé, c'est souvent précisément l'absence du point de vue des surveillants, que souvent, et c'est à juste titre, les détenus sont le véhicule de la narration, parce qu'on a beaucoup de témoignages, et c'est tout à fait essentiel et important, mais on a très peu de récits de surveillants, où quand les surveillants sont mis en scène dans des romans ou dans des films, soit ce sont des infâmes corrompus qu'on voit au moment où ils sont en train de glisser vers l'illégalité, soit ce sont des personnages un peu mystérieux, volontiers sadiques, un peu violents, dont on se demande bien quel intérêt ou quelle pulsion les conduit à exercer cette espèce de discipline en détention. Et c'était tellement en contradiction absolue avec ce que j'ai observé, avec les rencontres que j'ai pu faire, où j'ai vu des gens totalement différents de ça. D'abord, c'est un métier qui s'est aussi beaucoup féminisé. Donc la première grande surprise quand même à laquelle j'ai pu assister, c'était de voir que c'était pas du tout des corps et des voix et des visages auxquels j'aurais songé. Donc ça a été déjà une grande surprise. Et j'ai voulu dans le roman essayer de rendre justice à ça, essayer de rendre justice à qui sont ces personnes qui font ce travail et pourquoi elles le font, quel sens elles donnent à ce métier. Et il est évident qu'on égrène tous les mois, comme on a égrené les morts du Covid, maintenant on égrène les chiffres de la surpopulation carcérale mensuellement. Et il est évident que la situation aujourd'hui en maison d'arrêt, puisque la maison d'arrêt c'est l'endroit qui est concerné par la surpopulation carcérale, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas. Dans toutes les autres institutions carcérales, on pratique l'encellulement individuel dans les centres de détention, les centres pénitentiaires, quand c'est des peines très longues. Et en maison d'arrêt, c'est pour des peines très courtes, inférieures à 2 ans. Et là, donc, c'est tout le monde transite par la maison d'arrêt et les directeurs, les chefs d'établissement ne peuvent pas fermer les portes. Si des gens arrivent, ils doivent trouver de la place. Et donc, les conditions actuelles de détention en maison d'arrêt sont tellement dégradées que évidemment, ce qui paraît évident quand on le dit, mais ce que j'ai découvert et que je n'avais pas pensé, ces conditions-là impactent très difficilement les conditions de travail des surveillants. C'est-à-dire que plus les conditions de détention sont terribles, plus les conditions de travail des surveillants sont difficiles. Et ça, effectivement, ça a été quand même la grande découverte de l'immersion, c'était cette interdépendance absolue entre les surveillants et les détenus. Et justement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, pour préparer cet entretien, j'ai relu quelques passages de Surveiller et punir, et j'aimerais vous faire réagir à 2 phrases que j'ai relevées et qui, je trouve, correspondent bien à ce qu'on retrouve dans votre livre. La première, c'est l'espace disciplinaire tend à se diviser en autant de parcelles qu'il y a de corps ou d'éléments à répartir. Et dans votre livre, je trouve justement que vous arrivez bien à démontrer que d'une part, il y a autant de détenus que de peines et de délits, et à la fois qu'il y a autant de surveillants que de raisons de choisir
prendre cette voie-là en fait de travail, et qui est renforcée par le cadre et par la promiscuité du lieu, comme si tout était multiplié en fait par rapport à la vie hors les murs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très juste, effectivement. La grande surprise aussi en arrivant en maison d'arrêt, c'était de voir à quel point c'était un lieu de vie, ce que j'avais absolument pas en tête. Je pensais que c'était un lieu très macabre, très éteint. En fait, c'est un lieu bouillant de vie, de vitalité, et derrière tous ces uniformes, il y a évidemment la singularité d'existence qui ont des histoires personnelles, des motivations. Et ça, en prison, on a tendance à uniformiser les détenus d'un côté et les surveillants de l'autre, et l'impression que c'est comme deux camps qui s'opposent et qui s'affrontent, alors qu'en fait, ça n'est qu'une espèce de communauté, une communauté qui vit ensemble et qui est traversée par des histoires et des motivations pour être là, qui sont évidemment très, très variées. Et ça, c'était essentiel pour moi dans le roman, de multiplier la focalisation, de faire qu'on allait passer d'un personnage à un autre pour tout à coup incorporer la multitude de ces histoires pour raconter que c'est un lieu qui n'est traversé que par la diversité, où à la fois il y a des récurrences dans les histoires, puisque la majorité des personnes alors il y a 98% des détenus en France qui sont des hommes, il y a beaucoup de détenus qui sont racisés et qui ont des parcours sociaux précaires, il y a beaucoup de détenus qui sont en détresse psychiatrique, il y a beaucoup de détenus qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance ou qui sont sans domicile fixe. Donc en fait il y a quand même des grandes lignes de force sur qui sont les personnes qui aujourd'hui sont incarcérées. Malgré ces lignes de force, il y a quand même toujours des histoires absolument singulières, et c'est pareil pour les surveillants. Moi j'ai rencontré des gens qui avaient tellement la diversité des parcours était telle que c'en était extrêmement frappant. Donc je pense qu'effectivement on a les murs derrière lesquels on ne voit pas ce qui se passe ont tendance à occulter la richesse humaine qui palpite derrière eux. Et malgré les différences qu'il peut y avoir pour les surveillants à choisir ce type de métier, est-ce que dans ceux que vous avez rencontrés en tout cas, il y a ce point commun de trouver de l'utilité, de faire un métier qui a du sens aussi, qui compte ? Oui, parce qu'en fait c'est quand même un environnement qui brise. Ça je l'ai quand même aperçu, c'est-à-dire que le roman n'idéalise pas non plus la force de ce métier, c'est-à-dire que c'est un métier en fait qui a à voir beaucoup avec le soin, parce qu'il s'agit d'améliorer d'une certaine manière ce que les conditions de détention ne permettent pas, ou aujourd'hui qui sont tellement effroyables pour beaucoup. Je faisais une rencontre hier avec des détenus de la maison d'arrêt de Nice qui m'expliquaient que donc il y a évidemment pas c'est un bâtiment qui date de 1897, mais il y a donc pas de douche en cellule, ce qui n'est plus le cas pour une majorité d'établissements, mais ils n'ont même pas d'eau chaude dans la cellule. Évidemment que la place du surveillant dans ce type de situation, c'est d'améliorer le quotidien comme ils peuvent, parce que qui dit améliorer le quotidien dit d'une certaine manière apaiser la relation et faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde. J'ai perdu le fil. Je suis désolé de la question sur laquelle de la réponse sur laquelle je m'étais lancé. Pas de souci. Je vous demandais s'il y avait ce même lien de faire un métier utile. Et effectivement, puisqu'il y est question du soin tout le temps, la question du sens du métier est centrale. Donc en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas du tout des personnes qui font ça parce que il y a peu de personnes qui font ça par défaut, ou en tout cas il y a peu de personnes qui restent là par défaut. Au départ, le métier de surveillant, c'est un métier qui était une manière pour beaucoup de personnes d'accéder au fonctionnariat. C'était un des concours qui demandait un des concours les plus faciles de la fonction publique, pour le dire de manière qui était la catégorie C du fonctionnariat, qui n'existe plus, c'est la catégorie B maintenant. Mais donc ça, évidemment, beaucoup de personnes y allaient vers la carrière de surveillant parce qu'ils avaient la sensation qu'une ascension sociale était possible, la sécurité de l'emploi, l'accès au fonctionnariat. Donc il y a comme ça des dynasties sociales dans la pénitentiaire. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées sont parfois arrivées par défaut parce qu'elles avaient le concours facilement, mais en fait elles restent parce que précisément au quotidien, c'est jamais la même chose.
Ça a beau être un monde très ritualisé avec beaucoup de protocoles identiques, pour autant la relation humaine est tellement riche. Et en maison d'arrêt, il y a des entrants tous les jours et des sortants tous les jours, donc il y a des rencontres en continu. Et donc le sens de leur métier dans un contexte, encore une fois, extrêmement dégradé est d'autant plus fort. Mais c'est assez vrai en fait avec toutes les institutions publiques d'aujourd'hui, que ce soit l'hôpital, l'école, où des personnes font... Malgré la dégradation des conditions budgétaires, des conditions de travail, de l'accroissement d'une certaine violence dans les rapports, les personnes sur le front en première ligne font tenir les institutions parce qu'il y a d'abord un sens du service public et il y a aussi la conscience que s'ils ne font pas le travail avec cet engagement-là, tout s'effondre. Et ça, c'était très fort, évidemment, à voir. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant du soin, il y a une phrase dans votre livre qui m'a beaucoup marquée et que j'ai encore en tête assez souvent. C'est, à un moment donné, vous dites le maton mate et le surveillant veille. Et j'ai trouvé ça très juste aussi. Oui. C'est vrai que ce terme de maton, il est très présent dans notre imaginaire et en fait, il occulte tout. Parce que, comme souvent, les usages de langue, et moi c'était mon travail de romancier, d'aller défaire ça, d'aller déconstruire ce langage dénigrant et malveillant. Effectivement, ces mots-là, c'est Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo qui parle des barreaux de chair, s'agissant des geôliers, des matons. Et évidemment que c'est plus tout à fait la même situation aujourd'hui. Et les surveillants revendiquent cette question de l'idée de veiller sur les détenus. Parce que ce qui était très beau à voir aussi, c'est nécessairement la relation de complicité qui advient, parce que ce sont des gens qui vivent ensemble. Alors c'est sans doute encore plus vrai en centrale pour des détenus qui sont condamnés à des très longues peines, mais quand même ils partagent la vie de personnes qui sont à un moment de leur existence particulièrement critique. Évidemment que le lien il est extrêmement précieux. Et qu'il fait tenir pour certains détenus le quotidien. Et du coup, je voudrais vous faire réagir aussi sur une deuxième phrase que j'ai relevée. Foucault dit « L'exercice de la discipline suppose un dispositif qui contraigne par le jeu du regard, un appareil où les techniques qui permettent de voir induisent des effets de pouvoir et où, en retour, les moyens de coercition rendent clairement visible sur quoi ils s'appliquent. » Donc bien entendu, la prison est un espace de contrôle et de pouvoir où il y a un dominant et un dominé. Mais je voudrais vous interroger sur cette question du regard parce que j'ai trouvé dans votre livre différents points de vue. Il y a le regard du surveillant sur le détenu et inversement le détenu sur le surveillant. Mais il y a aussi le regard de la société sur l'univers carcéral et le regard du spectateur. Et j'ai choisi exprès ce terme de spectateur parce que dans ma lecture, j'ai pas eu l'impression d'être lectrice, mais plutôt d'être spectatrice. Et du coup, je voulais vous interroger justement sur cette question de regard. Merci, c'est une question passionnante. En ayant en tête Foucault, j'avais évidemment la question du panoptique et de ces institutions-là qui organisent le regard de manière absolue sur les détenus pour que plus aucune part du détenu n'échappe, ce qui s'emblématise, puisque le roman se situe pendant une nuit, et qui dit nuit dit ronde, et qui dit ronde dit œilleton, puisque c'est le seul moment, je fais juste une petite incise sur ça, la nuit c'est le moment où les détenus sont enfermés véritablement. En journée, ils ont des mouvements, ils peuvent sortir. La nuit, ils sont vraiment enfermés et le seul contact qu'ils ont avec les surveillants, c'est via l'œilleton pendant les rondes. Donc évidemment, l'idée de profaner par le regard l'intimité du détenu au moment des rondes, elle est centrale. Et la question du panoptique, moi j'ai essayé de la traiter du point de vue narratif, c'est-à-dire que je me suis dit en fait, ce qu'on perd de vue aussi, c'est qu'avec le développement des logiciels, le développement des caméras de surveillance en détention aujourd'hui, les surveillants, les caméras de surveillance sont aussi destinées aux surveillants. Ce qu'on ignore beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de conflits, d'agressions sont résolus par les caméras de surveillance, quand il s'agit par exemple de conflits entre deux détenus, d'une bagarre, mais aussi quand il s'agit d'agressions de surveillants vis-à-vis de détenus, ce qui peut arriver. Et d'une certaine manière, ce que j'ai observé, c'est que les surveillants subissent les conditions de l'incarcération, les conditions d'enfermement, mais ils sont eux-mêmes pris dans ces contrôles du regard.
Et ça, en fait, c'est très intéressant parce que ça n'est pas le cas de la chef d'établissement, ça n'est pas le cas des gradés, c'est le cas, d'une certaine manière, des surveillants de coursive, c'est-à-dire du prolétariat de la fonction, quoi, les premiers grades. La prison, aujourd'hui, elle organise cette distribution du regard en unissant les surveillants et les détenus parce qu'ils sont co-responsables d'une certaine manière leur manière d'habiter la tôle. Et moi, je voulais dans le roman comme adresser le panoptique aux surveillants, c'est-à-dire déshabiller les uniformes, rentrer dans l'intimité de ces personnes et vraiment faire, je sais pas comment dire, être vraiment comme une caméra qui n'épargnera rien, qui ne laissera rien de côté pour qu'on ait accès absolument à tout et pour raconter à quel point ils sont eux-mêmes prisonniers d'une routine, d'une mécanique qui met en jeu évidemment la manière dont ils sont regardés, mais qui met en jeu aussi une forme de paranoïa et d'enfer de traçabilité. Aujourd'hui, il y a tellement de logiciels qui ont changé le métier de surveillant que ça veut dire que les surveillants doivent constamment, mais c'est le travail administratif qui s'est développé pour beaucoup d'entre nous, les surveillants doivent rentrer le moindre compte-rendu d'incident, ça doit être tracé informatiquement, et ça c'est une manière de les contrôler. Donc ça ne passe pas que par le regard, ça passe aussi par l'emprise bureaucratique du travail. Donc j'avais l'impression, c'est ça qui je pense a été très fort pendant ce travail d'immersion, que la question de la distribution du pouvoir, elle était plus trouble qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il y a eu d'une certaine manière un rééquilibrage dans la politique pénitentiaire. D'ailleurs, on dit souvent soit vous êtes pro-détenu, soit vous êtes pro-surveillant, mais aujourd'hui, on a accordé aux détenus un certain nombre de droits fondamentaux et on essaye de rééquilibrer les pouvoirs. Et du coup, le choix de la nuit, c'est justement pour cette raison, plutôt que de prendre le quotidien de jour ? En fait, le quotidien de jour m'a paru tellement foisonnant. En fait, comme je vous disais, quand je suis arrivé en maison d'arrêt, ce qui était dingue, c'était le nombre de personnes qui étaient là, le nombre de mouvements qu'il y avait. Parce qu'en maison d'arrêt, il y a donc les surveillants, il y en a à peu près une centaine pour une maison d'arrêt de 1000 détenus. En journée, il y a les prestataires privés, les salariés du prestataire privé, parce que la majorité des prisons aujourd'hui en France, elles sont en gestion déléguée, c'est-à-dire qu'un opérateur privé s'occupe de la nourriture, de l'entretien des locaux, donc l'État passe un contrat avec ses prestataires privés avec un certain nombre de clauses et le prestataire privé doit assurer la maintenance, etc. Donc il y a tous ces salariés-là, il y a les avocats qui viennent pour les parloirs, il y a les familles qui viennent aussi pour les parloirs, il y a les intervenants extérieurs, l'école, les activités socioculturelles, le culte. Donc en fait, il y a un peuple entier qui vit en maison d'arrêt et qui quotidiennement, chaque jour, l'irrigue. Alors que la nuit, tout à coup, il n'y a plus que 10 surveillants, dirigés par un chef d'équipe, le premier surveillant, donc ils sont 11. 11 pour 1000 détenus. Il faut quand même se représenter ce que ça peut être. Évidemment que le potentiel dramatique de la nuit m'est apparu quand j'ai fait des nuits. Je me suis dit que c'était le seul moyen, d'une certaine manière, on parlait de regard, de parvenir du point de vue romanesque à cadrer le regard tout à coup. Tout à coup, j'allais pouvoir m'approcher des personnages parce que sinon, il y avait trop de points de focale en journée, c'était insurmontable. Et la nuit, je me suis dit, je vais pouvoir comme ça, avec cette équipe resserrée, rentrer au cœur du métier de surveillant parce que la particularité de la nuit, c'est que comme on est peu, il y a une espèce de rétraction qui génère de la solidarité, de la camaraderie, un certain soutien plus grand. Il y a un repas pris en commun, qui est un moment très fort du service de nuit. Donc il y a comme ça une espèce d'humanité qui circule et qui fait que le métier de surveillant devient beaucoup moins protocolaire d'une certaine manière, plus humain, plus vulnérable aussi. Et l'autre raison de la nuit, c'est que ça n'allait pas de soi de raconter uniquement le point de vue des surveillants. Même si le roman aborde les détenus, quand même de décider de placer la focale sur les détenus me posait un problème déontologique d'écriture où je me disais mais comment je peux invisibiliser d'une certaine manière les détenus qui sont les principaux personnages de la détention. Et quand j'ai vu que la nuit, ils étaient enfermés, c'est-à-dire que la nuit, ils sont bel et bien pendant 12 heures, ils vivent l'expérience carcérale dans sa pureté, tout à coup, je me suis rendu compte qu'ils étaient donc invisibles et que donc, il n'était plus possible de les voir. Donc, puisqu'ils n'étaient plus là, visibles, je pouvais, d'une certaine manière, légitimer le fait de regarder les surveillants, puisqu'il n'y a plus qu'eux qui arpentaient les coursives. Et là, j'ai senti que le roman pouvait trouver du sens
dans cette focalisation sur les surveillants. Et est-ce que c'est aussi cette focalisation, est-ce que c'est aussi cette raison qui vous a fait choisir qu'une seule nuit, de représenter qu'une seule nuit et pas, par exemple, ça aurait pu sur une semaine ou sur un quotidien plus long? Je crois que j'avais envie de proposer au lecteur, de dupliquer chez le lecteur le même choc immersif que moi j'avais ressenti. Et il me semblait que dans le temps réel et dans le fait de vivre minute par minute avec les surveillants, on allait pouvoir ressentir profondément ce que pouvait être ce lieu-là. Donc la nuit, elle est évidemment traversée par des incidents, puisque c'est le moment, la nuit, où, comme je vous disais, les détenus étant enfermés, la question de l'angoisse est décuplée, la question des passages à l'acte suicidaire notamment est décuplée. Et donc il me semblait que pour pouvoir éprouver physiquement, vous avez dit que vous étiez spectatrice du livre, et d'une certaine manière, peut-être que moi, l'expérience du spectateur, c'est pour moi la catharsis, donc c'est l'idée d'être absolument investi de manière quasiment active dans ce qui est vu. Et je crois que je voulais absolument proposer ça aux lecteurs et aux lectrices, c'est-à-dire d'être traversé corporellement par la tension du temps réel, par la tension de ce huis clos. Et ça, il me semblait qu'une seule nuit me permettrait aussi de raconter qu'en une nuit, d'où le titre, d'une certaine manière, toute l'expérience carcérale des surveillants pouvait se raconter, et surtout le ressassement cyclique que cette nuit est comme équivalente à toute autre. Elle est un peu catastrophique, mais beaucoup le sont. Et il me semblait que ça, c'était la chose la plus forte pour le lecteur. Oui, et je rebondis du coup parce que c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture, c'est finalement plus les heures passent, plus la violence s'installe. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est justement ce qu'on disait aussi, c'est que la violence, elle vient de partout finalement. Oui. Elle vient pas uniquement de ce qu'on peut attendre et de ce qu'on peut imaginer des détenus, mais par les conditions de travail. Ça peut aussi venir des surveillants, et c'est ce qui est le cas à un moment donné dans le roman. Oui, parce que le roman, évidemment, que moi j'ai noué des contacts avec ces surveillants et qu'il y a un lien fort qui s'est créé, et j'ai voulu raconter le caractère exemplaire de beaucoup de personnes que j'ai vues au travail, qui font de leur mieux, mais j'ai vu aussi, j'ai pas assisté en direct, mais j'ai vu avec notamment la chef d'établissement quand j'étais à Villeneuve-les-Maglones, comment il fallait gérer un surveillant qui dérape. Et la question du dérapage, elle est évoquée dans le livre, parce qu'il ne s'agit pas d'occulter que la prison, les difficultés de vivre dans ce milieu sont telles que quelque chose, effectivement, de la contamination de la violence peut advenir. Et le roman essaye de raconter ça aussi, comment on tient dans cet environnement où quand même c'est des cris en permanence, beaucoup, c'est un environnement perceptif très hostile, c'est des situations d'affronter des personnes qui sont parfois extrêmement inquiétantes, parfois très malades du point de vue psychiatrique, donc des situations quand même de violence énormes. La violence, elle vient, en fait, toute la violence vient de l'extérieur, mais c'est comme tout à coup dans le huis clos, ce que raconte le roman, c'est que tout ce qui surgit d'actes violents dans ce huis clos n'est que la conséquence de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais comme nous l'avons écarté de notre regard en l'occultant derrière ces murs, on ne le perçoit plus. Et effectivement, c'était fondamental de le raconter. Vous écoutez Guillaume Poix, invité de la librairie Ombre Blanche le jeudi 16 octobre 2025 autour de la parution de son livre Perpétuité aux éditions Gallimard. Et en parlant de l'extérieur, justement, j'aimerais aussi vous interroger sur un personnage en particulier qui va arriver durant cette nuit. C'est un personnage qui est médiatisé. Et je voulais vous interroger sur ce personnage, de pourquoi avoir choisi ce type de personnage, et est-ce que, du coup, la médiatisation, c'était un sujet qui vous intéressait aussi de mettre en avant ? En fait, merci pour cette question. Il y a effectivement à un moment donné un personnage qui s'appelle Duquesne, dont on comprend qu'il est un grand criminel et qui est hébergé à la maison d'arrêt le temps de son procès aux assises qui s'ouvrent. Donc lui, il a déjà été condamné à perpétuité à plusieurs reprises. Une nouvelle affaire de crime a été découverte, il va donc être jugé.
Et donc, il quitte la centrale où il est détenu à perpétuité pour venir dans cette maison d'arrêt. D'une part, c'était comme un élément romanesque pour créer de la tension particulière sur cette nuit, mais surtout, en fait, je zoome sur ce personnage-là, et puis, d'une certaine manière, après, ce personnage-là passe dans le roman, et il n'est pas certain qu'il reste au premier plan, ce qui était une manière pour moi de raconter l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que dans notre perception du fait carcéral, j'ai toujours l'impression qu'on ne parle de la prison que lorsqu'il y a des évasions, des prises d'otages, des mutineries, des événements extrêmement violents. Et on est assez friand, moi le premier, de séries criminelles qui racontent les tueurs en série, qui nous mettent face à l'horreur, et on fantasme comme ça que les prisons sont remplies de détenus irrécupérables et de personnes maléfiques. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout ça. Ça, c'est une infime minorité de personnes qui sont détenues aujourd'hui, qui sont ce que Dostoïevski appelait les cerveaux brûlés. C'est pas du tout le cas d'une manière écrasante dans les maisons d'arrêt. Et donc je crois que je voulais jouer avec le code du polar carcéral attendu, c'est-à-dire arrive le mal incarné, si j'ose dire, et tout à coup quelque chose d'autre va passer au premier plan dans le roman. Tout à coup, ce sont plutôt ceux qu'on nomme ces petits délinquants qui sont passés en comparution immédiate par brassée quotidiennement et qui se retrouvent dans des conditions de détention épouvantables et qui en fait sont la forêt cachée par cet arbre du tueur en série qu'on ne veut pas vraiment voir parce que ça nous pose trop de problèmes, ça ne conforte pas nos stéréotypes, alors qu'en fait c'est une problématique sociale et politique majeure de comprendre aujourd'hui qui on incarcère et pourquoi. Et en se focalisant sur les tueurs en série, on a une petite tendance à occulter du coup tout ce qui est beaucoup moins confortable à réfléchir collectivement. Donc le roman, c'est exactement pour ça que je voulais qu'on ait l'impression qu'au premier plan va se jouer quelque chose, et en fait c'est pas tout à fait ça qui va se jouer. Et du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que, parce que vos chapitres sont assez courts, sauf un chapitre où on voit beaucoup ce personnage-là, est-ce que c'est aussi la raison d'avoir fait un chapitre aussi long, entre guillemets Alors il est long, mais celui d'après est encore plus long, parce que celui d'après c'est le long banquet qui fait au moins 60... je ne veux pas décourager si jamais, mais c'est rythmé, hein. C'est rythmé. Effectivement, il est quand même chassé, ce chapitre, très vite par autre chose, mais je crois qu'aussi c'était la nécessité rythmique d'installer... Il se trouve qu'on va assister dans le roman au face-à-face de ce détenu avec la chef d'établissement, parce qu'ils ont un passif, donc ils se retrouvent. Et effectivement, là, j'ai joué avec la tension que j'espère tenue sur qu'est-ce que c'est que ce face-à-face et comment on l'éprouve. Donc effectivement, rythmiquement, tout à coup, il s'installe un peu plus, parce que il me semblait que ça faisait aussi partie du plaisir de lecture de ne pas occulter ce moment attendu. Et il y a un autre personnage aussi que j'ai trouvé très intéressant, et la thématique que vous abordez aussi avec lui, c'est la question de la psychologie et de la psychiatrie, même, on peut dire. C'était important pour vous de ne pas laisser aussi tous ces questionnements de côté, de ce que finalement la prison peut avoir comme impact psychologiement aussi. Oui, c'est vrai qu'on dit, c'est des statistiques, elles valent ce qu'elles valent, mais quand même, elles nous aident à quantifier le phénomène. On pense qu'à peu près 30 à 40% des détenus ressortent avec des problèmes psychiatriques, pour ceux qui n'en avaient pas. Donc c'est quand même colossal. Souvent, les détenus, on leur prescrit des somnifères, du Valium pour pouvoir tenir les nuits. Il y a des unités sanitaires maintenant dans les prisons, ce que moi j'ai découvert, je ne savais pas. Avant, c'était une prérogative de l'administration pénitentiaire de soigner les détenus. Donc c'est ce qui générait des conditions sanitaires épouvantables. Voilà, et l'hôpital public a récupéré cette prérogative en installant des unités sanitaires intramuros. Et la problématique principale, c'est pas tant la santé physique que la santé mentale, puisque, comme je vous disais, 30% des détenus aujourd'hui devraient être soignés en institution carcérale plutôt que d'être en institution psychiatrique, plutôt que d'être incarcérés. Et on voit bien que la surpopulation, elle est aussi tributaire de l'effondrement de l'institution psychiatrique. Donc il y a effectivement beaucoup de liens entre les phénomènes. Moi, ce que j'ai vu quand j'y étais, c'est que tout à coup, les surveillants se retrouvent, sans être nécessairement formés,
à devoir accompagner quelqu'un qui fait une crise de schizophrénie, qui a une décompensation psychotique, et tout à coup qui devient ultra violent, et pour lui-même et pour les autres, et pour ses co-détenus, et qu'il faut l'extrader, c'est-à-dire qu'il faut l'emmener en unité hospitalière psychiatrique, dans des conditions particulières. Et ça, je ne vais pas dire que c'est le quotidien, mais c'est toutes les semaines que ça arrive. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est extrêmement impressionnant, d'une part, et surtout, on se demande comment les surveillants, qui certes ont parfois quelques heures de formation sur comment prendre en charge de tels profils, ce ne sont pas des infirmiers, et ce ne sont pas pour ça qu'ils ont choisi ce métier. Donc c'est extrêmement impressionnant, et surtout c'est assez tragique et vertigineux de se dire que la prison ne va faire qu'aggraver les conditions psychiatriques des détenus qui lui sont adressés, ou pire, qu'elle va déclencher des problématiques psychiatriques chez des détenus qui n'en avaient pas. Donc ça devrait effectivement nous interpeller, parce que ça me semble être un des grands thèmes de société. La santé mentale est un des grands thèmes politiques récemment, disons, mis en lumière. Et effectivement, en détention, c'est le cas de manière criante. Puis il y a aussi la question de la santé mentale pour les surveillants, oui. Qui est importante, et où finalement dans votre livre on voit bien assez que c'est un sujet qui vient un petit peu plus comme dans la société de manière générale, mais qui finalement reste quand même un peu mise de côté, où on se dit bon, on peut avoir accès à un psy, mais oui. Voilà. Oui, c'est pas c'est pas du tout automatique, et c'est pas une pratique qui est répandue. Ça dépend aussi beaucoup des chefs d'établissement. En fait, la manière dont les chefs d'établissement incarnent l'institution, la manière dont ils impulsent, certes, il y a des chefs d'établissement plus ou moins modernes, on va dire, plus ou moins sensibles à la question psychologique. Moi, quand j'étais à Villeneuve-les-Maglones, la chef d'établissement était extrêmement attentive à ces sujets-là, et ne cessait de solliciter des consultations psychologiques pour des surveillants qui avaient vécu des situations traumatiques. Donc c'est comme, je pense, dans beaucoup de métiers qui sont en prise avec des situations humaines terribles. C'est un élément que l'institution prend en compte, mais de manière encore un petit peu timide. Et j'aimerais aussi vous interroger sur le titre de votre livre. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou votre éditeur ? C'est moi. Ok. C'est moi. Ça se passe avec mes éditeurs, donc ça se passe avec beaucoup de démocratie et d'horizontalité. Jamais ils ne m'imposeraient un titre. Jamais. De même que alors que moi, peut-être que je pourrais l'imposer au terme de débats qui ne seraient pas fructueux. Mais sur celui-là, le titre, je l'ai trouvé très tôt. Donc je l'aurais évoqué là, parce que donc j'ai commencé tout le travail, disons, il y a 4 ans et demi, 4-5 ans, et très vite, il y a 3 ans, j'ai eu l'idée du titre, parce que ce qui est cité dans le livre à un moment, une des surveillantes m'avait dit, c'est nous qui avons pris perpète, nous les surveillants. Et il me semblait que là, le pacte du livre était trouvé, c'est-à-dire ce mot si fort qu'on n'entend que accolé à réclusion criminelle à perpétuité et destiné s'adressant aux détenus, tout à coup le renverser pour parler de l'expérience de travail des surveillants me semblait être quelque chose de fort. Et puis, comme la question du temps est fondamentale en détention, la question des rituels, du cycle, il me semblait que par là, je pouvais aussi poser la question de la nuit, du fait que c'est une nuit parmi d'autres et que les incidents ne cesseront pas d'arriver. Une manière aussi d'interroger la question de la peine d'enfermement. Est-ce que nous sommes, depuis que nous n'avons plus la peine de mort, heureusement, depuis que nous l'avons abolie, est-ce que nous nous sommes habitués à la peine d'incarcération en considérant que c'était la moins pire des peines et que cette habitude punitive avait vocation à perdurer quoi qu'il arrive? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des forces politiques qui veulent abolir les prisons, et sans vouloir abolir les prisons, est-ce qu'il y a un vrai débat qui parcourt la société sur le bien fondé de cette peine? Ou est-ce qu'on s'est habitué perpétuellement désormais à des maisons d'arrêt surpeuplées, des prisons surpeuplées, au fait de vouloir construire de nouvelles places, qu'on va à nouveau remplir, qui vont à nouveau être surpeuplées, vouloir acheter louer des places de prison à l'étranger. Est-ce qu'on veut en permanence continuer de considérer que c'est la meilleure des solutions
Et je crois que le titre, pour moi, c'était une manière immédiatement de faire référence à l'univers carcéral, mais en même temps nous interroger, nous lecteurs, sur est-ce que quelque chose, est-ce qu'il est possible que cette perpétuité nous oblige à réfléchir autrement et ne soit pas une fatalité. Ouais, je l'ai trouvé très percutant et très juste aussi avec ce que vous venez de dire, parce que ça apporte une réelle réflexion sur l'univers carcéral, mais sur ce terme de perpétuité et de finalement à la fois les condamnés et les surveillants. C'est pas... On se dit que finalement les condamnés c'est presque logique. Mais même une fois qu'ils sortent, est-ce que finalement ils sont pas condamnés, enfin, à partir du moment où ils sont condamnés, est-ce qu'ils le sont pas à vie? Et également du côté des surveillants, finalement. Absolument. C'est vraiment, beaucoup me disaient que c'était un travail qui colle à la peau, donc c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Et je pense qu'à partir du moment où on a eu cette expérience de travail, c'est quelque chose qui sera là pour toujours. Aussi parce que ça déforme la perception du monde. Beaucoup me disaient que quand ils sont dehors, ils ont l'impression qu'ils n'analysent plus que le rapport à l'autre par une grille comportementale de est-ce qu'il est louche, où est le mal chez lui. Donc il y a quelque chose qui durablement altère la perception. Et je pense qu'effectivement, c'est comme une certaine condamnation à perpétuité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre en oubliant les histoires qu'on a croisées, on ne peut plus oublier les visages qu'on a croisés, on ne peut plus oublier qu'on a dépendu à quelqu'un qui s'est suicidé, on ne peut plus vivre en ne sachant pas, puisque désormais on sait. Et je pense que la perpétuité, elle renvoie vraiment à ça, au fait que cette expérience, elle est irrévocable pour les surveillants. Et j'avais une dernière question avant de laisser la parole au public si jamais il y a des questions. Est-ce que vous avez fait lire votre livre aux surveillants que vous avez rencontrés ou même à des détenus? Oui. J'avais besoin, pendant l'écriture du livre, en fait, on voit ce que peut être l'administration française. Et donc, une nuit en détention, c'est une grille ultra contraignante de postes et d'horaires. Donc moi, pour l'écriture du roman, j'étais en permanence contraint par la question de la vraisemblance, et donc j'avais besoin en permanence d'avoir une source qui m'aide à me frayer un chemin dans la jungle des procédures. Donc il y a des gens qui m'ont aidé dans l'écriture, et puis évidemment je leur ai fait lire le livre quand il a été fini. Ce qui est très beau, c'est que j'ai commencé à recevoir, au-delà de, je crois, ce qu'ils me disent, qui me touche beaucoup, qui est l'effort de justesse que fait le livre, c'est-à-dire d'essayer de renverser la représentation sur eux-mêmes, c'est-à-dire essayer de moins les décrire comme ces espèces de matons dont on parlait, essayer d'avoir un regard moins dénigrant sur cette profession, de raconter plus justement ce qu'elle est, au-delà de ces retours qui évidemment me touchent, mais qui sont forcément, c'est des gens que j'ai côtoyés, donc peut-être qu'aussi, voilà, ils me le disent par amitié. Mais là, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai reçu des messages de surveillants que je ne connais pas. Et le plus beau retour qu'on m'a fait, c'est de me dire qu'ils allaient pouvoir faire lire le livre à leurs proches, parce qu'en fait, c'est un travail qu'on ne partage pas. Et ça, je trouve que c'est très fort d'imaginer que ce livre puisse être un lien avec des personnes qui vivent ce métier-là, et qui peut être un lien avec leurs proches, à qui il leur arrive de raconter un petit peu, mais très peu, parce que impossible de se représenter ce que c'est que cette expérience-là. Donc, si le livre, d'une certaine manière, leur est rendu comme un outil, alors moi, je trouve que ça, c'est très, très beau. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci pour vos apports. J'ai vu des photos à Visa pour l'image à Perpignan de prison dans un pays d'Amérique du Sud terrible où les prisons sont des cages donc avec des barreaux, lumière permanente, lits superposés. Je trouvais qu'on était arrivé à un degré d'inhumanité extrême. Et bon, alors, vous parliez de l'œilleton, donc déjà, je me dis que l'œilleton laisse déjà de l'espace à l'ombre, la nuit, aux personnes. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Il y a la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui a publié hier un rapport sur la vétusté sidérante des lieux de détention en France. Donc effectivement, il y a
il y a un travail colossal à faire, ça c'est sûr. L'œilleton, les surveillants, quand ils regardent à l'œilleton, c'est pour vérifier que les détenus sont présents et vivants. C'est le jargon. Il faut que les détenus soient là et en vie. Il y a une veilleuse à l'extérieur pour le surveillant. Donc, quand il ouvre l'œilleton, il peut allumer la lumière à l'intérieur de la cellule pour regarder. Donc ça, c'est déjà... on ne contrôle pas forcément non plus. Mais surtout, les détenus beaucoup ont pris l'habitude d'occulter l'œilleton avec un drap pour pouvoir choisir. Et donc le surveillant ouvre l'œilleton et dit œilleton, enlève ton drap, que je puisse voir. C'est ce qui est une manière de récupérer le pouvoir pour le détenu, parce que comme ça, même si c'est tout à fait interdit, il y a évidemment une marge de tolérance, comme tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est ça qui était le plus fort, je trouve, dans l'expérience, c'était de voir que de l'extérieur, on s'imagine qu'il y a un certain nombre de protocoles rigides, et en fait, il y a en permanence une composition, parce que sinon c'est invivable, et c'est invivable pour tout le monde, y compris pour les détenus, pour les surveillants. Donc les détenus ont parfois effectivement toujours un moyen de récupérer une forme de pouvoir sur le pouvoir oculaire, on va dire, du surveillant. Mais c'est vrai que cette question de l'œilleton, elle est centrale, parce qu'en fait, profaner comme ça cette intimité et en même temps avoir la possibilité de s'y opposer pour un détenu, c'est comme exactement, pour moi, le cœur de la relation surveillant-détenu. C'est-à-dire, je te regarde a priori pour ton bien-être, puisque je dois m'assurer que tu n'es pas en danger. Et en même temps, ce regard-là ne peut être perçu par toi que comme une agression. Et il faut en permanence composer sur comment faire en sorte que cette opération soit la moins violente possible. Il faut aussi se représenter que on ne sait pas ce qu'on va voir à l'œilleton, et que tout à coup on peut voir des choses terribles. Donc c'est assez fort, parce que c'est comme une pulsion voyeuriste qu'on pourrait tous avoir, de regarder par le trou de la serrure, de regarder l'œilleton, et en même temps ce qu'on voit peut être catastrophique. Donc en fait, je trouve ça intéressant, parce que ça n'est pas que... Je n'ai vu aucun surveillant qui a plaisir à regarder à l'œilleton, ou qui le fait avec un frisson Parce que de voyeurisme. Voilà, exactement. Mais plutôt la crainte que quelque chose de terrible soit de l'autre côté de la lentille. Donc il y a une appréhension, ce qui sans doute doit imprimer, non pas une délicatesse, mais une forme de prudence. Et je pense que ça, c'est uniquement l'usure de l'expérience, le fait de l'avoir vu plusieurs fois, c'est pour ça que l'immersion, c'était si important qu'elle soit sur le très long terme. C'est parce qu'en fait, en une fois, on capte pas ça. C'est en parlant, c'est en observant c'est en observant très 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 précisément comment l'œil regarde, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup il y a une anomalie et que ça se voit dans le corps, et qu'est-ce que ça fait aux surveillants de les voir après avoir vu une anomalie, l'état dans lequel ça les met. Enfin, tout ça permet, je trouve, d'amplifier, de complexifier la chose, et de pas se dire c'est juste des voyeuristes qui font quelque chose d'obscène. Non, tout est beaucoup plus trouble et complexe. En même temps, il y a une hypocrisie. Je me dis d'abord, chez nous, il y a aussi une hypocrisie sur le fait que on veut de la sévérité, on n'arrête pas de dénoncer le laxisme de la justice, le fait que la prison ce serait le Club Med, qu'en plus ils ont la télé, que gna gna gna, que gna gna gna. Sauf que quand on voit concrètement ce que c'est, encore heureux qu'ils ont la télé, encore heureux qu'il y ait la possibilité parce que sinon à quoi bon. Enfin, il y a une hypocrisie, parce que dans ce cas-là, autant les supprimer immédiatement. C'est-à-dire que si l'expérience humaine quand on voit ce que c'est qu'un quartier disciplinaire, par exemple, ce que c'est qu'une cellule au quartier disciplinaire, c'est moyenâgeux, c'est d'un autre âge de traiter des êtres humains comme ça. La question n'est pas de savoir si la punition pour moi, il y a une hypocrisie sur on veut cette sévérité, mais quand même, on considère que la peine d'enfermement est censée générer de la réinsertion, un retour sur soi, une capacité à se réinsérer pour sortir meilleur. Mais qui peut sortir meilleur d'une maison d'arrêt comme elles sont aujourd'hui en France? C'est tout simplement impossible. Donc en fait, on hypothèque l'idéal même de la peine en se satisfaisant de ces conditions-là, sous prétexte que les détenus ne devraient pas bénéficier d'une expérience humaine satisfaisante parce qu'ils savaient, ils ont commis des délits, et tant pis pour eux. Mais ça, il me semble que essayer de sortir de ce moralisme
idiot et de cette hypocrisie politique ferait un grand bien à la société avant tout, et surtout serait absolument vital pour penser à une peine d'enfermement qui puisse être utile et efficace, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est en échec, on le sait. Et les surveillants ne cessaient de me le dire, ça ne sert à rien, si ce n'est pulvériser encore plus les gens qui viennent. Donc, c'est une espèce de... C'est une fiction. On vit dans une fiction. C'est une fiction, c'est la fiction pénitentiaire, mais il me semble que politiquement, par-delà les idéologies, par-delà laxisme versus tolérance zéro, juste essayer de réfléchir intelligemment et humainement à l'impasse que peut représenter la peine de détention aujourd'hui. Et je dis ça, j'ai vu que des gens remarquables, enfin je n'ai pas vu que ça, mais j'ai vu une majorité de gens remarquables qui font du mieux qu'ils peuvent, qui essayent vraiment de faire au mieux. Donc c'est pas parce qu'on est surveillant pénitentiaire qu'on est pour la peine d'enfermement. C'est pas parce qu'on travaille dans la pénitentiaire qu'on valide les conditions de détention. C'est même plutôt l'inverse. C'est parce que c'est absolument déplorable qu'on vient prêter main forte pour essayer de faire en sorte que les choses tiennent. Et ça, il me semble que cette nuance-là, on l'a pas toujours en tête. C'est pas uniquement une histoire de moyens, en fait. Est-ce que, parce qu'on dit, vous parlez de la prison aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment où ça a été beaucoup mieux Sans doute pas. Aujourd'hui, une peine d'enfermement, c'est à peu près 120 € par jour par détenu. Ça coûte ça à la société. Une peine de bracelet électronique, c'est 10 €. On devrait s'interroger aussi sur la question... Bon, alors là, ça va devenir... Je vous parlais de la gestion déléguée avec Sodexo, GEPSA, IDEX, qui sont les 3 entreprises privées qui gèrent le marché pénitentiaire, qui est un marché. À partir du moment où on met sur le marché la question pénitentiaire, déjà, il y a forcément des dérives sont possibles. Sodexo est coté en bourse, par exemple. Donc forcément, à partir du moment, la question c'est à qui profite le crime, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des intérêts mais ça renvoie tellement à Foucault, qui avons-nous intérêt à enfermer pour tolérer quoi par ailleurs? C'est la question des illégalismes, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. Donc c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de philosophie politique, c'est une question d'éducation politique, et je pense que c'est aussi une question de débat citoyen. Moi, je suis sidéré qu'on ne soit pas tous forcés d'aller passer une semaine en prison pour voir comment ça se passe, pour aider, pour comprendre. Parce que je pense que si on faisait ça à l'hôpital, dans les prisons, sans doute au tribunal, enfin voilà, sans doute qu'on aurait une perception du bien commun un peu différente. Donc évidemment que c'est une question de moyens, puisque aussi les budgets baissent. Aujourd'hui, on ne pense pas, mais qui dit surpopulation dit surcroît de travail, mais pour autant, il n'y a pas, les effectifs n'augmentent pas. Donc, c'est ce que disait Dominique Simoneau. Quel salarié accepterait de voir sa charge de travail multipliée par 3 ? Ben, peu. Enfin, en tout cas, beaucoup acceptent dans les services publics. Mais je veux dire, la réalité, c'est que à moyen constant, voire dégradé, la tâche de travail augmente et les conditions se dégradent. Donc, les moyens sont quand même évidemment essentiels, mais par-delà les moyens, il me semble qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur les peines alternatives et sur qu'est-ce qu'on veut de la punition, quel sens on attribue à la peine et qu'est-ce que ça conforte en nous, qu'est-ce que ça répare en nous que l'auteur d'un délit soit enfermé. Et quand on interroge la justice restaurative, elle se fonde aussi beaucoup là-dessus. Quand on interroge beaucoup de personnes qui ont été victimes d'agressions ou quoi, alors pour certaines, elles disent que savoir que l'agresseur est enfermé ne les répare pas. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut se dire la personne a priori est comme je ne suis plus en danger parce que cette personne est loin de moi, sauf que cette personne va ressortir et vu les conditions de détention qu'elle aura traversées, elle va ressortir pire, elle va pas ressortir en meilleur état. Mais pour autant, est-ce que moi ça me répare en tant que victime de savoir que cette personne dort sur un matelas au sol pendant 2 ans dans une maison d'arrêt insalubre? Il faut s'interroger, à mon avis, sur ces tabous-là du rapport en fait à comment la justice institutionnelle organise une forme de vengeance qui n'est pas toujours légitime, ou en tout cas qui appellerait de nous, je crois, une
une confrontation plus courageuse. Mais bon, mais les courants du minimalisme pénal, de l'abolitionnisme pénal, la justice restaurative, c'est des courants passionnants qui essayent de réfléchir à. Il ne s'agit pas d'être dans l'angélisme et de considérer que personne ne serait dangereux, bien sûr. Il y a des gens qui sont dangereux, il y a des gens qui menacent la société, qui font peser une violence et un péril, et qu'il faut les écarter parce que ils ne peuvent pas vivre avec nous. Mais ce que j'ai vu en comparution immédiate, c'est pas des gens. Les gens qui sont incarcérés parce qu'ils dealent du shit ou parce qu'ils ont volé à l'étalage dans un marché ou au Franprix des Kinder Bueno, parce que c'est ce que j'ai vu, parce qu'ils et qui prennent 6 mois de détention, ou des SDF qui ont cassé un casier dans un foyer. C'est un non-sens d'imaginer que la peine d'enfermement va pouvoir réparer quelque chose chez eux. Donc voilà, c'est une vaste question, mais vraiment passionnante et importante. Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est juste, vous avez parlé donc des 2 fonctions, disons, de la prison, à la fois punitive et restaurative, ou en tout cas la visée de réinsertion. Et vous avez parlé à un moment des SPIP, des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Est-ce que justement les surveillants pénitentiaires ont une mauvaise image parce qu'ils sont plutôt associés à la fonction punitive, alors que les SPIP sont, eux, associés à la fonction restaurative, disons. C'est très juste. Est-ce que vous avez vu, vous, le lien qu'il y a entre les surveillants et les SPIP, par exemple, dans les établissements, et pourquoi pas avoir écrit un roman aussi, mis des personnages SPIP dedans ? Parce que les SPIP c'est une question passionnante, merci beaucoup, et je pense qu'effectivement vous avez entièrement raison. Je pense que dans notre imaginaire collectif, les surveillants sont ceux qui ouvrent et ferment les cellules et qui donc enferment les détenus et exercent la discipline, alors que les SPIP sont dans la relation humaine, dans la question de la réinsertion. En fait, tout simplement, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais les surveillants se confrontent au quotidien avec les détenus, matin et soir et nuit, et organisent la vie quotidienne avec eux. Donc ils vivent vraiment avec eux, et moi je trouve que cette vie en commun, elle était très belle à raconter, très importante. Le SPIP, qui fait un travail fondamental, il est beaucoup en lien avec les acteurs judiciaires, avec le juge d'application des peines, il y a beaucoup de commissions, beaucoup de travail administratif dans les bureaux. Du point de vue géographique, les SPIP, leurs bureaux sont dans la zone administrative, ils ne sont pas en détention, alors que les surveillants sont, eux, en détention. Et par ailleurs, les SPIP ont les mêmes problèmes de conditions de travail que les surveillants, puisqu'ils ont un nombre de dossiers faramineux à traiter et à gérer, et que donc le lien qu'ils ont avec les détenus, il est extrêmement intermittent. C'est-à-dire que comme en plus en maison d'arrêt, les détenus sont là pour pas longtemps, il faut aller vite dans le traitement des dossiers, sauf que chaque SPIP a plus d'une centaine de dossiers à gérer, de détenus au quotidien à accompagner, donc ils n'y arrivent pas. Et donc le travail est de toute façon toujours à la ramasse d'une certaine manière de la réalité. Et je me disais que ça me paraissait moins intéressant du point de vue romanesque d'aller débusquer ce rapport au dossier, parce que c'est beaucoup de temps de dossiers, de demandes, de mails, c'est beaucoup de travail administratif, et un peu moins de temps humain, du fait de la surcharge de travail. Et donc, il me semblait que les surveillants, même s'ils doivent rentrer dans les logiciels, les comptes rendus d'incidents, les appels, tout ça, quand même, l'essentiel de leur travail, c'est d'être présent parmi les détenus. Et je trouvais que ça, c'était... et du coup, d'une certaine manière, d'organiser la vie quotidienne avec un soin, qui n'est pas le soin de la réinsertion, mais qui est le soin de parer au plus pressé de l'urgence quotidienne. Et je trouvais que ça, il me semblait que c'était important de le raconter. Mais le SPIP le SPIP a connu aussi beaucoup de mutations et a été très très impacté par l'affaire Laetitia, que Yvan Jablonka raconte dans Laetitia, où les SPIP ont été mis en crise et puis mis en accusation par le pouvoir politique de l'époque. Et donc, ça a été une énorme blessure pour le corps des SPIP qui a été créé dans les années 80, fin des années 90, qui était une nouveauté, une manière aussi de raconter comment on pouvait humaniser la prison, être attentif à la question de la réinsertion. Donc c'est une profession qui mériterait, à mon avis, absolument totalement qu'on la raconte, parce qu'elle a aussi une histoire récente, complexe, moins prisonnière de stéréotypes, mais dès qu'il y a un problème avec, par exemple, un détenu qui a été libéré
ou qui n'est pas venu pointer et qui en fait a commis un crime ou un délit grave, tout de suite les SPIP vont être incriminés. Donc c'est aussi une profession qui est comme en première ligne, mais vis-à-vis de l'opinion publique. Là où les surveillants sont comme en première ligne, mais vis-à-vis des détenus. Et donc, mais ce serait ultra passionnant à raconter aussi. En vous entendant parler des rapports humains, et j'avais l'impression de retrouver l'interactionnisme symbolique de Goffman, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un rapport de négociation permanente pour maintenir un certain équilibre dans la relation. Absolument. Mais d'ailleurs, moi, je pense que peut-être tout dépend comment va le monde, mais dans quelques années, on trouvera comme une absurdité que les détenus n'aient pas eu pendant un temps de téléphone portable. Évidemment que le contact avec l'extérieur est vital, que la possibilité on voit ce que sont devenus les téléphones dans nos vies. Imaginez que enfermer quelqu'un et ne pas l'autoriser à utiliser ces outils. Alors, je vois bien tous les problèmes que posent les narcotrafiquants et tout ce qu'on entend. Mais en fait, au quotidien, on chercherait tous des manières de ne pas respecter la loi. On chercherait tous des clandestinités pour s'améliorer le quotidien. S'imaginer que les détenus trichent et que donc ils sont d'autant plus condamnables parce qu'en plus ils font rentrer des téléphones ou qu'en plus ils ne respectent pas la loi de la détention, mais on deviendrait maboule au bout d'une journée nous-mêmes. Donc ne pas penser à ça et ne pas se dire que oui, vivre en prison, c'est constamment tenter de négocier avec le réel pour tenir, pour survivre, et que les surveillants le savent, le voient et sont obligés de composer avec ça. Sinon, quand même, les surveillants me disaient beaucoup, il faut que je tienne ma coursive. Donc c'est à la fois une espèce de combat permanent pour qu'une certaine discipline règne, parce qu'il faut que je sois respecté, parce que si je commence à ne pas être respecté, je me fais déborder. Mais en même temps, si je suis bas de plafond comme quelqu'un d'extrêmement rigide et que je n'autorise pas parfois des petites transgressions, c'est tout simplement intenable. Et ça, je trouve que c'est quand même une leçon qu'on devrait retenir des surveillants, que la transgression, elle est vitale. Et plutôt que de la condamner de manière un peu aveugle, il suffit de penser à nos vies et comment on négocie et on transgresse nous-mêmes, chaque jour un petit peu, avec ce qui nous permet de tenir à nos lieux, à nous. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci d'être venu et merci des échanges, c'était très riche. Merci beaucoup. Merci. Il s'agissait à l'instant de Guillaume Poix lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 16 octobre 2025, à l'occasion de la parution chez Gallimard de son ouvrage Perpétuité. Guillaume Poix a aussi signé aux éditions Verticales Les fils conducteurs, Privé Plaire Fondation La Poste en 2017, Là d'où je viens a disparu en 2020 et Star en 2023. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.